Les progrès de la médecine permettent de prolonger l'existence de personnes atteintes de maladies incurables. Cette nouvelle réalité pose de nouvelles questions. Qu'en est-il de la liberté de choisir le moment et les circonstances de sa propre mort? Peut-on envisager d'aider un proche en abrégeant ses souffrances? Répression ou tolérance? Doit-on faire intervenir la loi ou laisser chacun décider en son âme et conscience? Pascal, vous avez 43 ans, vous êtes conseiller en communication, marié, père de 2 enfants. Et vous, il y a environ maintenant 12 ans, vous avez aidé votre père à mourir. Votre père qui était âgé de 54 ans. Tout à fait, oui. C'est une demande qui venait de sa part? Oui, c'est une demande mûrement réfléchie. C'est un événement de vie qu'il avait conçu depuis des années. Et en fait, c'est un homme qui a appris, au moment d'appontage du cœur, qu'il avait une tache sur les poumons. Et 6 mois plus tard, il a décidé de terminer son existence. Tout s'est fait sur 6 mois. Donc tout s'est fait en termes de maladie, sur 6 mois. Par contre, sa réflexion datait d'une manière beaucoup plus antérieure. Ce qui était essentiel, c'est qu'il voulait vivre sa vie jusqu'au moment où il ne pouvait plus vivre. Mais dès juin, où il a commencé à comprendre que c'était terminal et qu'il n'y avait plus d'espoir, il a convoqué les amis de famille, et petit à petit, les amis sont venus. Alors, comme c'était un Américain qui a vécu des années aux États-Unis et qui avait beaucoup de familles un peu partout dans le monde, c'était quand même un professeur d'université qui avait des relations. On a vu dans les 3 mois précédant sa mort, toute la famille, tous les amis qui sont venus pour passer du temps avec lui. Et suite à la prise de médicaments qui lui réduisait petit à petit sa capacité d'apprécier sa vie, il est arrivé un jour où, le matin, il n'a pas pu prendre sa douche. Et pour lui, ça a été le déclic. Il a dit, aujourd'hui, je considère qu'il ne me reste qu'à peu près un espace de vie d'1 heure dans ma journée où je suis l'intellectuel que j'ai toujours été pour tout le monde, où je peux continuer à écrire, où je peux aimer mes enfants. Il avait quand même un fils de 13 ans, une fille de 15 ans, et moi qui en avais 30. Et il a décidé qu'au lieu d'avoir une échéance d'octobre, qui était à peu près la date qu'il s'était fixée, eh bien que cette échéance, il fallait la faire maintenant dans les semaines qui suivaient. Est-ce qu'il l'informait de cette décision? C'était une vérité qu'il ne refusait pas, qu'il ne refusait à personne, oui. Mais il ne l'imposait à personne non plus. Les enfants de 13 et 15 ans ont déjeuné et dîné avec nous le soir, où on a décidé que c'était le soir choisi. Et comment est-ce qu'on a choisi ce soir ensemble? Malheureusement, on l'a choisi pour des histoires complètement aberrantes. On a choisi un dimanche soir. Pourquoi? Parce que le lundi matin, un médecin légiste était capable de venir. Parce que le lundi matin, on était capable d'aller à la morgue, là où on s'occupe de faire les enterrements, d'organiser les enterrements, pour que son enterrement puisse se faire dans les 3 jours suivants. C'est-à-dire qu'il a été incinéré, mais l'acte pouvait se faire dans les 3 jours suivants. Pourquoi? Tout ça parce qu'on avait choisi, nous, qu'il meure à une date précise, donc pas d'une mort naturelle. J'ai quand même tué mon père. Et du fait que j'ai tué mon père, ça veut dire que, normalement, j'aurais dû aller en prison. La loi est comme ça aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y avait ce poids d'inquiétude, de soucis, qui était complètement anormal, alors que la situation de vie réclamait déjà toute notre attention. C'est-à-dire que c'est ensemble que vous avez parlé de tout ça, de Bien tous sûr. ces détails. Quand vous dites nous, c'est vous, votre père et ma mère. Et votre mère. C'est un soir à dîner, une fois que les enfants étaient partis à gauche et à droite, qu'il nous a dit, bon ben maintenant il faut choisir la date parce que je n'en peux plus. C'est fini. Je ne peux plus accepter de vivre dans les conditions, vous me connaissez trop bien, je ne veux pas être une déchéance physique ou morale que vous allez supporter pendant des mois. C'est pas l'image que j'ai de moi-même. Et c'est pas l'image que je veux que vous gardiez. Et le jour qu'on a choisi pour sa mort, c'est lui qui a fait la mise en scène. Il a décidé qu'il voulait écouter de la musique, il tenait beaucoup aux sonates de Bach. Donc on a dîné ensemble en famille, les enfants sont partis chez des amis, donc les amis étaient tout à fait au courant. Et puis on est resté à 3, qui était la cellule familiale de base, puisqu'il y a 15 ans de différence entre moi et mes frères et sœurs. Et on a parlé de tout et de rien, on s'est beaucoup embrassé.
On s'est dit des choses qu'on ne disait dans le quotidien. Ce n'était pas un jour différent de tout autre jour. Simplement, il avait pris au dîner un certain nombre de pilules qui lui permettaient de s'endormir sérieusement. Et puis, une fois que les enfants étaient partis, qu'il était bien assis dans son lit, il s'est fait, il y tenait beaucoup, une première piqûre. C'est lui qui l'a fait. Une première piqûre qui lui a permis d'être assuré qu'il allait, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était irréversible. Donc il a pris l'acte initial lui-même. Et puis la soirée s'est passée, vers 11h du soir, il nous a dit « Je commence à être très fatigué, donc je crois que je vais dormir ». Et ce qui était dramatique, c'est qu'on ne savait pas vraiment le moment. Et à 2h du matin, tout d'un coup, on l'a vu se bouger, se remuer. Et on a compris, dans son coma, dans le fin fond, qu'il voulait bouger, et on a compris qu'il voulait aller faire pipi. Comme quoi, le respect de l'être humain est important. Un homme qui vient de se donner la mort ne veut pas pisser au lit pour laisser une image de déchéance de lui-même. Et on l'a accompagné faire pipi, et on l'a recouché. Et vers 3-4 heures du matin, je ne connais plus les heures exactement, on s'est aperçu que ce coma profond durait, et on voyait que le jour allait arriver, et il remuait, il n'était pas bien. On sentait qu'il n'était vraiment pas bien. Est-ce que, je suis désolée de vous arrêter là, Pascal, est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là qu'il luttait contre la mort, qu'il voulait rester en vie, ou jamais vous n'avez pensé ça? Vous savez, la vie, on y tient beaucoup. Le corps a des réactions animales. Mais c'était quelque chose qui était tellement, dont on avait tellement parlé pendant si longtemps que ça n'a jamais traversé notre esprit, cette question. Par contre, ce qui nous a traversé l'esprit, c'est que le jour allait arriver et qu'il ne serait pas encore passé de l'autre côté ou qu'il ne serait pas encore apaisé de cette souffrance. Donc que cette décision ne sera pas respectée d'une certaine manière. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision d'agir. Et donc, j'ai fait une piqûre qui faisait qu'on savait dans les 30 secondes que c'était fini. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du désastre que ça représente. J'ai crié, j'ai dû réveiller tout le pâté de maison d'être réveillé. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est la fin, c'est fini, c'est la mort, c'est l'éternité qui arrive. Et malgré toute cette préparation, malgré tout ce qu'on peut en savoir intellectuellement, on n'est jamais prêt pour ça. Vous avez crié parce que vous réalisiez tout à coup que c'était fini, ou parce que vous aviez accompli cet acte-là et que vous le portiez d'une certaine manière? Non, parce que j'avais perdu mon père. Parce que cet homme que j'ai passé ma vie à aimer, qui m'a appris à marcher, avec qui j'ai fait mes rébellions de 16 ans, où j'ai quitté la maison en claquant la porte, et que j'ai retrouvé à 24 ans, et avec qui j'ai vécu des années, pour lequel j'ai sacrifié mon boulot pour passer les 6 derniers mois de ma vie, enfin de sa vie, de ma vie, vous voyez, le lapsus, était parti. Et que je savais que c'était irrémédiable. C'est ça le cri. C'était le cri de perte, de détresse. Et je pense que j'aurais le même sentiment le jour où, si jamais ça arrivait, ma mère devait décider de mourir et il faudrait que je l'accompagne. Et si mes enfants étaient atteints du sida et qu'un jour il fallait que je prenne la même décision avec eux, et je dis bien avec eux, sur leur volonté, et je tiens beaucoup à cette notion de leur volonté. Mes enfants ont 3 ans et 18 mois, mais c'est possible qu'à 18, 19 ans, ils soient confrontés. On n'est jamais à l'abri de confronter. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. Il faut commencer tout petit. Aujourd'hui, je parle à ma fille du scarabée qu'elle a écrasé ce week-end en parlant de la mort. Parce que ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui donne à la vie tout son sens. Et ce qui est dramatique pour moi dans cette histoire, c'est pas d'avoir donné la mort à mon père. Ce qui est dramatique pour moi, c'est d'avoir occulté le fait que mes amis, que ma famille n'aient pas participé à son enterrement. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu que le lundi matin, on est parti à 500 km de là, se cacher dans un trou de campagne qui était une maison de campagne à nous,
parce qu'on avait peur que le médecin légiste revienne sur sa décision et décide de me mettre sous les verrous. Il a fallu que je prévoie de pouvoir éventuellement quitter le pays. Et vous aviez en même temps la culpabilité sociale. Vous étiez coupable aux yeux de la société. Alors légalement, oui. Non, la pire des culpabilités, c'est celle des amis et de la famille qui n'ont pas pu honorer cet homme, leur ami, leur frère, leurs proches. L'enterrement est un rite très important. Et ça s'est fait en catimini parce que la législation, aujourd'hui, dit qu'on n'a pas le droit de choisir sa mort. Est-ce qu'aujourd'hui, en témoignant de cela, est-ce que vous êtes encore coupable aux yeux de la loi? Tout à fait. Tout à fait. En sortant de cette émission, rien n'interdit le procureur général de me mettre les menottes au poing et de m'emmener et de me condamner pour meurtre prémédité. Rien. La loi est faite de telle façon à ce que, malgré mes 2 enfants en bas âge, malgré... rien n'interdit au procureur général de décider que je suis un meurtrier. Et vous, c'est le sens de votre témoignage? C'est pour les autres? Non, c'est pas que pour les autres, c'est pour moi. Parce que je pense que je voudrais que ma vie se termine dans des conditions meilleures que celles de mon père. Je voudrais que mon fils ou ma fille puisse être présent sans avoir le sens terrible de cette culpabilité sociale. Non pas culpabilité personnelle, mais culpabilité sociale. Pascal, c'est un acte symbolique fort, d'ailleurs, d'être celui qui donne la mort, d'une certaine manière, même si c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui en porte la responsabilité, c'est lui qui a pris la décision, mais c'est vous qui avez agi à un moment donné. Et c'est un acte qui restera unique. Il m'a donné la vie, je lui ai donné la mort. C'est quand même fort, c'est important. Et je lui ai donné la mort avec autant d'amour que lui m'a donné la vie. C'est le même acte, quelque part. C'est la même façon de concevoir la vie. L'acte lui-même n'est qu'un dernier acte d'amour. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous allez embrasser votre sœur? Mais non, vous l'embrassez, vous la prenez envers vous, vous la prenez dans vos bras, et vous lui dites « je vous aime », je t'aime, c'est tout. Et ça sera la même chose avec mes enfants, et ça sera la même chose avec ma femme, si la demande vient. Mais ce n'est pas à moi de décider. Donc pour votre père comme pour vous-même, tout cela était naturel, puisque dans sa vie, dans l'éducation et dans votre éducation, c'était une chose dont on parlait et qui était naturelle d'accompagner la personne que l'on aimait à la mort et d'abréger les souffrances. C'est un rite familial. C'était une réflexion qui date de très très loin chez lui. Il avait aidé sa mère à mourir en 1959. Déjà? Parce que sa mère était atteinte d'un cancer et que les médecins ne lui donnaient pas suffisamment de médicaments pour apaiser ses douleurs, et que face à sa mère qui hurlait dans la nuit, et moi je l'ai entendu hurler, c'est le dernier souvenir que j'ai de ma grand-mère, alors que c'est une femme qui était la plus belle femme de Paris à son époque, et qui avait un maintien, une allure, et d'entendre cette femme hurler nuit après nuit, il a pris la décision de l'aider à abréger ses souffrances. Votre père, Michel Landa, donc, a été le fondateur de l'ADMD, c'est-à-dire l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qu'il a fondée en 1980. Tout à fait. Et donc après sa mort, vous avez vous-même été président pendant quelques temps. Oui, j'avais fait 2 engagements auprès de lui. L'un, c'est que l'ADMD continuerait, c'est-à-dire que c'était une jeune association puisqu'elle n'avait qu'un an et demi, et quand il l'a fondée, il ne savait pas du tout qu'il était malade. Donc qu'est-ce que vous dites, vous, que vous ne voulez pas laisser donc le corps médical, d'autres, décider donc de la mort de quelqu'un, que c'est une décision propre, intime, c'est ça? Tout à fait. L'essentiel. C'est le sens de l'ADMD? C'est le sens de l'ADMD. C'est en fait, l'ADMD veut quoi? Elle veut une chose très simple, c'est que légalement, le testament de vie, testament biologique de vie, qui est un écrit par lequel on dit de quelle manière est-ce que l'on veut être soulagé des douleurs, même si ça doit causer la mort. Est-ce que l'on veut un acte volontaire, si possible aider médicalement, et on n'est pas du tout contre le corps médical, au contraire, on aimerait les soulager de ce poids qui aujourd'hui pèse sur eux, parce que derrière
les scènes, aujourd'hui, derrière la scène, on sait pertinemment que beaucoup de médecins de famille qui accompagnent les gens leur donnent les derniers médicaments nécessaires pour passer le cap de la mort, parce qu'ils ont un dialogue avec les malades qui est franc, ouvert. Mais ça veut dire que ce médecin, aujourd'hui, devrait être mis sous les barreaux en France. Et c'est pour moi intolérable que dans un pays où on dit liberté, égalité, fraternité, qu'on ne traite pas les gens face à la mort d'une manière égale. Je vous assure que le président Mitterrand, le jour où il sera confronté à la mort, si ce n'est pas un accident, ça sera une mort volontaire, décidée par lui et par ses médecins, il l'a dit. Où est la frontière, justement? Parce qu'en matière de législation, c'est difficile. Ben là, pour moi, elle est très claire, puisque j'ai vécu ça personnellement. Pour moi, la frontière, c'est de bien savoir qui décide. C'est pas l'autre qui décide, c'est moi pour moi. C'est-à-dire celui qui veut mourir, qui décide de sa mort. Et entre justement cette acceptation intellectuelle et le moment où ça s'est passé, où il a fallu passer à l'acte, faire, dans votre tête, il n'y a jamais eu d'hésitation? Jamais. 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 Ce n'est pas... Vous savez, ce n'est pas un acte pour lequel on se dit « demain je vais tuer mon père ». C'est un acte qui dit, en fait, papa a décidé que dimanche soir, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Profitons de lui au maximum jusqu'à dimanche soir. Et soyons ensemble et profitons de cette vie qui est merveilleuse. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas assez profité. Mais ça, c'est parce que je sais aujourd'hui. C'est une chose dont vous parlez, dont vous avez parlé avec votre mère, avec vos frères et sœurs beaucoup, ou en fin de compte, c'est quelque chose que vous avez porté un peu seul. Même si vous en avez parlé, on a le sentiment que de toute façon, il y a cette solitude profonde. On est toujours seul face à la vie. Mais c'est vrai qu'on en parle en famille, mais pas en détail. Il faut savoir que mon frère et ma sœur n'ont appris qu'une fois qu'ils avaient atteint l'âge adulte et mature, de les vraies conditions dans lesquelles mon père est mort. Jusque-là, papa est mort. Papa s'est donné la mort. Je crois qu'ils admettent totalement la démarche de leur père. Ça aussi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel non seulement face à nous, face à leur père, mais pour eux, pour leur propre vie. Vous n'auriez pas été là, est-ce que vous pensiez que votre mère aurait pu agir? Ou est-ce que c'était trop lui demander? Non. Ma mère était tout à fait à même d'agir aussi. Mais malheureusement, aucun autre être autour de lui, et pourtant il y en avait plusieurs qui auraient été capables d'agir, il ne pouvait pas demander ça à tout autre être qu'à sa famille. Moi, demain, si on me met en prison pour avoir fait ça, j'irai la tête haute et j'irai avec la notion que je suis en train de montrer l'exemple à mes enfants de comment vivre sa vie. Si c'était un ami, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est bon que ce soit un fils qui fasse l'acte. Ça veut dire que quand même, depuis 12 ans, c'est quelque chose que vous portez, qui est là, présent. Quand vous dites que vous pourriez recommencer, si quelqu'un qui vous est très très proche vous le demandez, c'est quand même difficile, non? Oui. Mais donner naissance est difficile et donner la mort est très difficile. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc le moyen, c'est quand même quelqu'un extérieur à la famille. Je pense que si j'étais confronté demain à avoir, imaginons que mes enfants aient 25 ans, si je pouvais choisir que l'acte lui-même définitif soit fait par un ami capable et qui ne serait pas socialement rejeté, je préférerais que l'acte soit fait par un membre ami autre que mon enfant direct. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.